Il a. Donc, si vous voulez, et là je vais parler surtout pour les gens qui ne sont pas de notre département, derrière la carte postale de la Côte d'Azur et des estivants qu'elle attire depuis plus d'un siècle, des poches de pauvreté, de misère, d'exclusion n'ont cessé de se développer. Les Alpes-Maritimes sont une terre de contraste entre une richesse parfois insolemment étalée et une pauvreté honteusement cachée, contraste entre une vocation à être terre d'accueil et de migration et un repli sur soi identitaire, parfois fortement marqué. Contraste entre des bassins naturels de vie et d'échange et des frontières politiques et mentales qui en obstruent l'accès. Contraste entre les palaces de la Belle Époque et les bidonvilles des années 60 accueillant les premiers migrants. Contraste à Nice entre le lustre d'une promenade des Anglais internationalement promue et la disqualification de certains de ces quartiers périphériques. Dans cette terre de contraste, sous quelle forme est apparu le travail social et quelles figures religieuses, politiques, militantes, professionnelles ont marqué son développement? Nous avons demandé à Yvan Gaston de nous en parler. Yvan est maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Nice. Il est membre de l'URMIS, Unité de recherche, migration et société, et il est membre associé du LARIS, Laboratoire d'analyse et de recherche en intervention sociale de l'IESTS. Seul ou en collaboration, il a écrit de nombreux ouvrages en lien direct avec l'histoire locale de notre champ d'activité, dont Histoire et mémoire des immigrations en région PACA, et également des ouvrages que vous trouverez vraisemblablement au stand librairie en bas, l'histoire de la Fondation Acte, patronage Saint-Pierre, et l'histoire de la Semeuse. Voilà. Yvan, je te donne la parole. Je te laisse 40 minutes. Excusez-moi de fixer le timing. Voilà, bonjour à tous, merci Philippe pour ton introduction. Et donc, effectivement, après les différents intervenants, mon ambition ici qui est d'évoquer la dimension territoriale, et on va travailler sur le jeu d'échelle. Tu as bien fait de préciser que je ne suis pas un spécialiste véritablement de l'histoire du travail social et que mon entrée, elle est essentiellement justement par une question d'histoire des migrations, qui est un focus en soi qui n'est pas forcément la totalité du sujet, et aussi par les dimensions locales, puisque comme tu l'as précisé, depuis quelques années, j'ai été sollicité par un certain nombre de structures. Tu as évoqué la Semeuse, dans le Vieux-Nice, tu as évoqué la Fondation Acte, pour travailler sur la forme d'archives, et donc du coup le travail social est un peu venu à moi par la dimension locale et aussi par la collaboration que nous menons depuis quelques années ici autour du CNAES local et de l'IESTS. Voilà, donc cette dimension me renvoie un petit peu à évoquer par rapport à ce qui a été présenté à travers les archives, par la continuité de la réflexion autour justement des ruptures et des continuités dans les formes d'engagement. Et c'est un peu avec des conseils qu'on a titré en second des figures et des formes 19e et 20e siècle. Je vais essayer d'apporter ma pierre à la contribution de la réflexion sur l'engagement, et je souscris à tout ce qui a été dit auparavant, des engagements, effectivement, la dimension de sortir d'une vision un petit peu comme ça, sensible, voire nostalgique, me semble un élément important, et aussi de préciser à travers quelques cas et aussi quelques archives que je vais vous présenter que dans l'engagement, on est à la fois dans des parcours individuels. L'engagement, il relève parfois de l'individu, et là, il y aurait peut-être à relier, tout à l'heure, notre président Albert Marouani évoqué, il y a une dimension qui peut être très importante à lier dans différents sens humains et sociaux. La dimension psychologique peut être un élément important pour voir qui s'engage et comment s'engager dans le travail social. Il y a aussi des dimensions sociales et on pourrait même dire sociopolitiques. Et quelque part, on pourrait considérer que l'engagement, il y a à la fois l'idée de réfléchir sur l'engagement dans la profession,
et dans le travail social ou dans l'assistance en général, mais aussi, comme ça a été évoqué précédemment, la manière dont les travailleurs sociaux s'engagent par ailleurs dans une dimension d'investissement dans l'espace public, et le cas de mai 68 est un excellent exemple. Donc il y a là, me semble-t-il, plusieurs pistes, et elles sont riches, et du coup, bien entendu, je vais essayer d'en explorer quelques-unes à travers cette dimension territoriale. Peut-être en faisant parfois quelques raccourcis, et je reviens à ce que je viens de dire à l'instant, la spécificité des Alpes-Maritimes qui mérite d'être présentée, c'est effectivement la dimension d'invisibilité globale de la question de la pauvreté. Une invisibilité qui renvoie évidemment à cette chanson de Aznavour, La misère est moins pénible au soleil, j'ai repris la phrase exacte, hein. Et la chanson, pour la resituer dans son temps, elle date de 67, justement. Et il me semble que cette petite phrase qui a fait sa petite musique, en quelque sorte, elle a continué à fonctionner sous d'autres formes, jusqu'à ce que dans les médias, on soit tout le temps en train de redécouvrir la pauvreté dans un département qui, évidemment, a tout fait pour cacher ces éléments, puisque l'un des principaux éléments de ce département, je dirais même de la région, globalement, c'est de promouvoir le tourisme. Donc les éléments de pauvreté ont souvent été tus, cachés, délaissés, parfois oubliés avec raison ou avec déraison. Et donc il y a cette dimension de contraste qui a été saluée et que tout le monde a vu surgir au moment, excusez-moi de rappeler ces faits douloureux, de l'attentat de juillet 2016. Où les journalistes venus de quatre coins du monde se sont demandé qu'est-ce qui se passait dans cette ville qui était un peu le Los Angeles de l'Europe, en quelque sorte, hein, voilà, ou la Californie de l'Europe. Donc il y a quelque chose qui renvoie à cette dimension particulière du territoire, qui permet peut-être voilà, d'apporter une dimension un peu sensible à tout ça. Et donc du coup, depuis quelque temps, des historiens, des journalistes locaux, des érudits locaux s'intéressent par exemple à une histoire populaire de Nice. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de travaux sur l'histoire populaire de Nice, donc là en l'occurrence c'est un journaliste, Philippe Jérôme. Tu as mentionné donc, quelques travaux que nous avons menés avec quelques collègues, Stéphane Bourlade en 2004 sur l'histoire du centenaire de la Semeuse, je passe ça, et avec quelques petits gens sur la fondation Acte. Et donc voilà par exemple, quand on va dans les archives, et les archives c'est finalement tout un ensemble de possibilités ici. Quand je parle d'archives, localement, ce sont les archives départementales des Alpes-Maritimes, les archives municipales de Nice, les archives de l'USTS, les archives des associations, qu'elles soient privées, publiques, lucratives ou pas. Hein, et dans les archives de la presse ou aussi des fonds d'images, par exemple, l'image qu'on peut avoir du Nice sous la forme de carte postale dans les années du début du XXe siècle. Ici, où le Vieux-Nice, je reviendrai un mot tout à l'heure, est aussi un lieu qui est un lieu que personne ne fréquente à l'époque. Alors pour les non-niçois, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui vous pouvez aller facilement dans le Vieux-Nice sans aucun problème, mais jusqu'à une certaine époque, en gros, le début des années 70, le Vieux-Nice était infréquentable pour les touristes. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était un îlot de pauvreté et aussi considéré comme un îlot d'insécurité. Voilà par exemple cette image qui le montre, la distribution de soupe au port par les moines de Saint-Barthélemy. Donc il y a là effectivement une dimension qui me semble importante, c'est ces espaces. Alors là, on pourrait faire des parallèles avec d'autres régions évidemment, hein, ces espaces géographiques qui sont partitionnés, voire complètement étanches les uns vis-à-vis des autres, qui à Nice et dans la région ont souvent existé. Allez à Grasse par exemple, et vous voyez le centre-ville de Grasse, vous avez une partie du centre-ville qui est ouvert aux touristes, et puis vous tournez une ruelle et vous trouvez dans un lot d'insalubrité, de pauvreté, et parfois tout le monde est surpris par le changement d'atmosphère qui se provoque. Hein. Donc il y a là quelque chose qui est assez intéressant, un contraste brutal. Hein, et Albert Moroni en parlait tout à l'heure en introduction. Alors je voudrais aborder 5 points, rapidement, on m'arrêtera au moment où il le faudra, de cette, disons, réflexion sur l'engagement en ayant une vocation modeste, dans la mesure où il ne sera pas question d'exhaustivité, mais simplement quelques réflexions autour de ça. La première de ces dimensions, c'est évidemment de parler de l'engagement religieux. Hein, et effectivement de donner, alors là je pense que Nice n'a pas d'originalité en ce sens, mais je vais essayer de faire ressortir une dimension originale, c'est que effectivement l'assistance telle qu'elle se développe au XIXe siècle en particulier, puisque j'essaie d'ancrer ça dans une époque assez large, hein, 19e et 20e siècle,
le pauvre ici, Jean Bosco, est un peu coupé à l'écran, ça fait rien, hein, vous le découvrez quand même, nous permet de revenir effectivement à cette grande dimension religieuse qui s'inscrit dans l'ex-comté de Nice et le département des Alpes-Maritimes. Parce que ce qui me semble intéressant ici, c'est justement la figure de Jean Bosco, de Don Bosco. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante pour Nice? Parce que Jean Bosco, Don Bosco, que vous voyez ici, donc né en 1808, il est né à Turin, près de Turin. Castelnuovo d'Asti, devenu Castelnuovo de Bosco, qui a pris son nom, le nom de la ville a changé. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il est né dans le royaume du Piémont-Sardaigne et Jean Bosco va avoir une forte importance, une forte influence sur le comté de Nice qui à l'époque était donc piémontais sardin. À ce moment-là, et lorsque justement, vous voyez ici Jean Bosco considéré comme étant le père du soutien, de l'assistance en quelque sorte à l'enfance irrégulière, et on le voit ici à travers un certain nombre de représentations. Regardez cette imagerie pieuse qui le présente au côté d'enfants qu'il soutient, des enfants qui souffrent dans la région de Turin en particulier, donc il y a cette dimension très locale. Quand je parle de Turin, Nice est sensible à Turin, et Jean Bosco, Don Bosco est devenu une sommité mondiale. On voit à travers cette image pieuse une sorte de référence, sans forcément de nostalgie, qu'il représente ici à travers son action menée durant toute sa vie auprès de cette jeunesse turbulente, disait-on, de la ville de Turin. Alors, Bosco a eu cette importance, et aujourd'hui le nom de Don Bosco pour les Niçois c'est quelque chose, peut-être pour certains élèves, sincèrement j'ai entendu, mais Don Bosco, l'école de Don Bosco, le collège de Don Bosco a souvent pour les Niçois retenti, si vous voulez, d'un lycée professionnel qui pouvait former justement des générations et des générations. Et justement, le cas particulier ici, c'est qu'en 1860, lorsque le comté de Nice est rattaché à la France, immédiatement, l'ambition est de créer, dans la filiation de Jean Bosco, qui est resté sensible dans cette époque, notamment à travers une figure qui va pas mal plaire à ce religieux qui est Garibaldi en particulier, lui aussi, un homme du comté de Nice, et bien de fonder un patronage, qui va s'appeler le patronage Saint-Pierre. Et le patronage Saint-Pierre, c'est tout simplement l'ancêtre de ce qui est aujourd'hui la fondation Acte. Et pourquoi le patronage Saint-Pierre? Parce que ce patronage va prendre le nom de l'évêque de Nice de cette époque. Il a été évêque de 1857 à 1877. C'est l'évêque Pierre Sola. Ça dit aussi beaucoup Pierre Sola, parce que c'est le nom d'une grande rue de Nice. Voilà, peut-être les élèves en réagissent au cours de ça. Voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir des noms de rue. Et il y a beaucoup de noms de rue à Nice, vous voyez, qui sont des noms de rue de travailleurs sociaux au sens général, de gens qui ont intervenu dans le social, qu'ils soient des religieux ou qu'ils soient plus tard des médecins, on en retirera quelques éléments. Et donc ce premier patronage, en quelque sorte, est créé dans ce contexte des années 1870, avec une difficulté sur laquelle je ne vais pas aller trop loin parce que je n'aurai pas le temps, mais c'est justement de voir un patronage d'Italiens implantés à Nice, au temps où Nice se bat pour être raccroché à l'espace national. Ce qui veut dire que ce premier patronage Saint-Pierre, il est suspect. Il est vu comme une sorte d'entrisme italien dans ce contexte-là, et il va y avoir des oppositions à cela, et donc Don Bosco, on appelle Don Bosco, on voit au printemps 1875 deux prêtres à Nice comme émissaires. Ces deux prêtres agissent avec beaucoup de difficultés, mais au départ, eh bien, ils ont 9 élèves à gérer, élèves entre guillemets, 9 enfants en difficulté, 3 niçois et 9 entre guillemets indigènes algériens qui sont envoyés par le cardinal d'Alger à Nice pour être pris en charge par cette nouvelle structure qu'on appelle le patronage Saint-Pierre, sous les auspices de l'évêque Pierre Sola dans ce contexte-là. Et pourquoi un patronage, pourrait-on dire? Parce que l'idée, c'est évidemment de sauvegarder l'enfance populaire par le divertissement, par les cours de catéchisme, notamment le dimanche, et une structure va s'implanter, et je la fais courte, sur la place d'Armes, là où va bientôt naître, à ce moment-là, le lycée, on va appeler le lycée Don Bosco, avec beaucoup de difficultés, puisque cette implantation se fait aussi dans un contexte français, vous le savez, de lancement d'un débat sur la laïcité et de la mise en place des lois Ferry. Donc, en même temps que les lois Ferry commencent à apparaître, en même temps que les congrégations commencent à souffrir, on voit effectivement se développer à Nice ce patronage
un peu suspect parce qu'il est vu comme un patronage qui n'est pas forcément, qui est peut-être un peu, qui pousse un peu à une forme d'indépendantisme dans ce contexte-là. Et donc ce patronage, comme le salue dit ce matin il y a quelques années, oui, il y a 200 ans, c'était en 2015, naissait Don Bosco, l'ami des jeunes. Titre raccourci, mais qui en dit long sur notre manière de voir les choses. Hein, et donc, vous voyez, cette notion de patrimoine, Don Bosco, une institution historique, dit quelque chose de l'histoire, même s'ils ne connaissent pas l'histoire. C'est ça qui est intéressant aussi. Et pour finir sur ce point, voilà une archive, hein, pour aller dans le sens de mes collègues. Hein, alors là aussi, on ne dira rien, mais c'est une archive assez classique qui, en fait, est une lettre du patronage Saint-Pierre, donc au maire de Nice en 1891. Le maire de Nice à l'époque, c'était Malo-Sénat, hein, François Alzéari de Malo-Sénat, ancien capitaine de l'armée piémontaise. Et que demande le patronage Saint-Pierre, d'après vous? Voilà, les sous, comme bien souvent. Hein, donc cette œuvre, elle est devenue utile, elle est devenue totalement reconnue, mais bien sûr, il faut des finances, et donc on sollicite le maire de Nice. Alors, je ne sais pas trop comment, en 1891, le maire de Nice répond, mais en tout cas, voilà ce qu'on peut retrouver dans les archives. En l'occurrence ici, ce sont les archives municipales. Donc ça, c'était le premier point. Et pour le terminer, ce premier point, je voulais citer ici un collègue niçois qui a écrit un très beau travail, qui a réalisé un très beau travail il y a quelques années, qui, en contrepoint un peu de cela, ou plutôt en complément de cela, a travaillé sur l'assistance privée dans les Alpes-Maritimes entre 1814 et 1914. C'est Olivier Vernier, hein, l'illustre collègue de la faculté de droit, qui s'est beaucoup intéressé à cette assistance privée, qui renvoie à ce que tout à l'heure nous évoquions dans ce contexte, et qui montre véritablement une forme à la fois de rupture et de continuité dans ce temps où Nice est d'abord monté ça, et puis ensuite devient français, avec cette dimension qui permet de faire le lien avec le deuxième point, c'est un peu plus rapide, c'est la dimension territoriale extrêmement importante lorsqu'il s'agit de gérer notamment les jeunes, c'est-à-dire effectivement de noter le fait que territorialement, il y a la ville, il y a le littoral, il y a les villes du littoral et il y a l'arrière-pays. Et l'arrière-pays est un lieu géographique de la possibilité qui est déjà à l'œuvre à ce moment-là du plein air, de la sortie de la ville, de la possibilité d'éduquer ces jeunes enfants, ces adolescents, pas encore adolescents, à des activités de plein air. Ça s'offre, disons, à ces éducateurs qui voient le territoire finalement d'un œil tout à fait efficace. Et l'un de ceux qui va développer ça, eh bien, c'est une autre figure qui c'est importante, c'est le comte chevalier Victor de Sessols. Parce que Victor de Sessols, on le connaît pour d'autres raisons. Hein, il a découvert justement les montagnes des Alpes-Maritimes, mais on sait moins que Victor de Sessols a été pendant quelque temps le chef, on pourrait dire, du bureau de bienfaisance de Nice. Et en fait, ça me donne l'occasion d'évoquer ce second point, c'est qu'à côté donc, de l'engagement religieux, il y a deuxièmement un engagement public, il y a un engagement des institutions. Il y a l'engagement des institutions à Nice comme ailleurs, notamment avec la mise en place en 1886 du bureau municipal d'hygiène, constatant effectivement à cette époque, où le tourisme est en train de se développer, qu'il y a une nécessité urgente dans les villes des Alpes-Maritimes, et pas que Nice, mais vous prenez Menton, vous prenez Antibes, vous prenez Cannes, et vous vous retrouvez dans des situations assez identiques, une pauvreté forte, importante, au cœur des villes. Donc, naissance, avec un temps de retard peut-être par rapport au reste du pays, hein, de ce bureau municipal d'hygiène créé en 1886 par le docteur Palestre, qui permet de mettre en évidence cette forte disparité, qui fait que, j'insiste sur ce point, c'est peut-être la seule chose qu'il faut retenir de ce que j'ai à dire, c'est que à ce moment, 1886-90, où la belle époque est en train de se mettre en œuvre, de se lancer en quelque sorte, quelle est l'ambition des touristes venant à Nice? Principalement les soins, principalement la santé, venir profiter de la ville pour se soigner, des soins d'hiver, d'hiver à deux titres, l'hiver et des soins de diverses catégories. Et en même temps, pour les pauvres, cette ville, Nice, Cannes, c'est une ville de miasme, c'est une ville de laquelle il faut sortir. Donc il y a ce fort paradoxe d'attractivité pour venir se soigner de tous les coins de l'Europe, Russie, Angleterre, etc. Et il y a cette forte dimension de vouloir faire sortir
d'autres aspects de la vie des enfants ou des personnes qui en souffriraient par les formes d'insalubrité. Donc ce contraste est extrêmement important, d'où cette dénomination, vous savez, le cœur de la ville de Nice, on l'appelait le Babazouk, ça veut dire, voilà, en gros, une sorte de lieu à la fois insalubre, d'insécurité, etc. Et donc le bureau d'hygiène sociale va s'implanter au cœur du Vieux-Nice, au cœur du Vieux-Nice, c'est-à-dire à la limite entre la zone fréquentée par les touristes, le Cours-Salia, et le reste de la ville dans laquelle surtout on ne pénètre pas. Ici, à la frontière, il y a l'implantation de ce bureau d'hygiène municipal. Et dans ce bureau d'hygiène municipal, bureau municipal d'hygiène, il y a une activité qui va être menée dès 1886, principalement à destination des populations du Vieux-Nice. Et cette activité du bureau municipal d'hygiène va se coupler avec l'activité de la branche, bon ça se fait dans toutes les villes en France, mais à Nice, du bureau de bienfaisance de la ville, qui a été créé l'année du rattachement, lorsque Nice devient française, tout de suite se crée un bureau de bienfaisance, 1861, c'est le préfet Denis Gavini qui le met en œuvre, et en 1953, ces deux structures vont fusionner, et ce sont les ancêtres de ce qu'on a appelé à partir de 86, tout ça pour le dire de manière très vite. Et donc le chevalier de Sessols, qui est né en 1859 et qui est mort en 1941, donc qui est à cheval sur les deux siècles, il a vécu la fin du 19e et la première partie du 20e siècle, donc philanthrope, alpiniste, venu de vieilles familles niçoises, notamment de l'arrière-pays, et donc président, à partir de 1938, de ce bureau d'hygiène, en sachant que l'action qui est menée par ce bureau d'hygiène va essentiellement aller en direction des populations italiennes. Parce que dans le Vieux-Nice, effectivement, il y a des dimensions immigrées qui jouent beaucoup. Il y a une très forte dimension. Par exemple, en 1923, les chiffres 6700 personnes sont assistées par ce bureau. Et parmi ces 6700 personnes, on a 4500 étrangers, parmi ces étrangers, une grande majorité d'Italiens. En 1931, on a doublé ce nombre. On est à 13 500 personnes. Et ce bureau, on en a ici une représentation, donc vous la voyez, place Pierre-Gauthier, pour les Niçois qui connaissent, donc sur le Cours-Salia. Aujourd'hui, là, c'est juste en face de l'ancienne préfecture, la façade du bureau de bienfaisance. Et puis, on ouvre une succursale, boulevard Gambetta, dans la grande avenue niçoise, dans ce contexte-là, avec un soutien régulier des maires, et en particulier du maire Jean Médecin, le père de Jacques, qui sera très actif dans ce contexte-là, comme il le sera dans la fondation de l'école du travail social en 1937, début 38, donc l'ancêtre de l'ESTS. Et donc, en lien dans ce deuxième point rapidement, c'est qu'on voit qu'à l'assistance religieuse, à l'action notamment de cette assistance privée plus globalement, puisqu'il y a aussi d'autres formes d'engagement, on voit qu'il y a des dispositifs publics qui fonctionnent relativement bien à Nice à ce moment-là, avec donc justement cette dimension de vouloir organiser, comme on le voit ici, à travers le comité des fêtes de Nice, donc par la municipalité, une grande journée de bienfaisance, sur les zones municipales, nous sommes là, donc en 1930, je crois, si je lis bien, le document. Voilà, alors ça c'est, si vous voulez, deux aspects que je voulais mettre de manière concomitante pour la fin du 19e et le début du 20e. Et puis, autre élément de cet engagement qui me semble important à mettre en œuvre ici, c'est les figures, qui sont des figures importantes qui vont par leur action s'engager. Alors il y en aurait de multiples, c'est juste une piste que je donne parmi des centaines. Il y en a une que je voudrais, parce qu'elle m'a été très sympathique pendant que j'ai travaillé sur les archives de l'USDS, c'est la figure d'un des fondateurs de l'école de travail social en 1937, c'est le président, celui qui sera son premier président, c'est Fernand Barbary. Le voilà ici, alors là vous avez des photos traditionnelles de personnes en fête, en costume traditionnel, et voilà la personne qu'il faut retenir ici, c'est Fernand Barbary, que vous voyez là, qui me semble être un parcours d'engagement dans sa manière de voir les choses entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Fernand Barbary est né à Bordeaux, c'est pas un niçois au sens où il est né à Nice, mais il est bordelais, puis il aura une activité à Paris pendant très longtemps. Il est né en 1867 à Bordeaux et il meurt en 1951 ici à Nice. Alors pourquoi c'est intéressant d'évoquer Barbary? D'abord parce que c'est un médecin qui va beaucoup écrire, qui va faire une thèse de médecine, qui va beaucoup écrire en gros, pour le dire vite, sur les questions des maladies des pauvres, et en particulier sur la tuberculose. Donc il y a beaucoup d'écrits sur Gallica, vous allez trouver beaucoup de travaux publiés par
Fernand Barbary, j'en ai ici d'ailleurs quelques-uns, voilà par exemple ici, vous voyez, Fernand Barbary, cure libre de la tuberculose au climat méditerranéen. Donc vous voyez, un peu ce que je disais tout à l'heure, la frange de ces questionnements, là c'est un ouvrage du début du XXe siècle, ça a d'ailleurs été publié, ce qui montre que, republié, ce qui montre que c'est un élément important, puis un peu plus tard il publiera au milieu du tuberculeux, donc c'est quelqu'un qui a, au départ, beaucoup travaillé sur la question des maladies des pauvres et qui s'est engagé, hein, notamment à partir de son activité à Paris, dans le cadre d'un engagement médical à travers la discipline de médecin. Mais aussi, lorsqu'il va venir à Nice pour s'y implanter, il va conserver cette dimension d'engagement en quelque sorte, puisqu'il sera extrêmement actif, notamment un des pionniers de ce qu'on pourrait appeler dans la région, dans le département, le médico-social. Puisqu'il sera un de ceux qui défendra les fameuses infirmières visiteuses, dans les années 1920, il est engagé à la Croix-Rouge, et puis il va devenir, en 1923, le médecin inspecteur de l'hygiène et de la santé publique à l'échelle départementale des Alpes-Maritimes. Et donc, en gros, avec toutes ces activités qui font de lui quelqu'un d'investi sur le plan médical, mais aussi d'investi sur le plan social, eh bien, quelqu'un qui va se lancer dans l'idée de favoriser la naissance d'une école de travail social qui se distinguerait, pour le dire vite, de la formation seulement médicale, en apportant une dimension sociale, sociologique, psychologique, en travaillant sur l'idée que les infirmières visiteuses pourraient effectivement aboutir à deux métiers, infirmière et assistante sociale. Et c'est cette œuvre qui va être mise en place à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale, par Fernand Barbary, et donc aboutissant en 1937 à la naissance de l'USTS. Tout à l'heure, il a été évoqué Cécile Brunswick, dans le cadre des archives. Cécile Brunswick était présente en 1937 lorsqu'en mairie à Nice, la mairie de Nice a fondé cette école, qui d'abord est une école municipale basée dans des locaux municipaux rue d'Hôtel des Postes, donc au cœur de la ville, avec cette dimension effectivement d'investissement très important autour d'un besoin à combler, c'est-à-dire d'aller travailler dans les secteurs, dans le secteur social et d'accomplir ce que les infirmières visiteuses faisaient, mais faisaient de manière finalement insatisfaisante parce que pas assez nombreuses, peut-être pas assez formées, etc. Donc c'est un moment extrêmement important qui a été se situer en 37-38, avec évidemment cette dimension qui va faire que cette école va, paradoxalement, qui va s'élargir et décoller, on pourrait dire, en termes de fréquentation pendant la Seconde Guerre mondiale. On sait qu'il y a cette dimension contextuelle qu'il faut jouer. Et justement, couplé à Barbary, qui est un acteur engagé par le long, parce qu'il fonde des choses, parce qu'il s'investit, je voudrais évoquer, Paul connaît bien cette histoire, une élève qui nous renvoie effectivement à l'épisode de la guerre, et elle aussi est engagée un peu, malgré elle, dans le conflit, puisque c'est une élève qui s'appelle Jacqueline Strugot, qui en fait est le parcours d'une élève qui est brillante. Vous avez ici ça, dans les archives l'affiche de ses études, et qui subit quasiment le parcours tragique d'une famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale. En gros, elle commence à travailler à l'école de travail social de Paris, et puis à un moment donné, lorsque la rafle du Nice s'opère, sa famille vient se réfugier à Nice. On sait que Nice est pendant un temps une sorte de poche de refuge, en quelque sorte, je passe les détails, et lorsque l'Italie se retire du conflit et que l'Allemagne vient s'implanter à Nice, en quelques semaines, la Gestapo va rafler les Juifs. Et en particulier, c'était Jacqueline Strugot, qui donc, vous voyez ici, on demande la religion, elle est israélite, et la dernière, donc là il y a une lettre qui raconte où elle dit, elle demande son rattachement à Nice, compte tenu du fait que sa famille est venue s'implanter dans la ville, et donc la directrice à l'école, à l'époque, Madame Dolé, va demander à ce que son dossier soit ramené à Nice, je passe les détails, et la dernière inspection qui a été faite de cette jeune étudiante est une inspection excellente, je peux bien dire, mais si on lit le rapport final en une ligne, stagiaire intelligente et compréhensive fera une bonne assistante sociale. Et quelques jours plus tard, elle sera raflée et elle ne reviendra jamais de Auschwitz. Voilà comment est-ce que la grande histoire, en fait, l'histoire tragique, vient heurter l'histoire d'une institution à travers les archives qui surgissent à nous avec ce poids. Et ça aussi, ça veut dire que c'est une forme d'engagement. Enfin, on pourrait discuter de ça, comme
et il y a ici, à l'USTS, une plaque, là aussi, Paul connaît ça bien, plus tard, qui nous rappelle aussi que le métier peut être un métier dangereux, d'une certaine façon. Hein, alors, vous ne peut-être pas ça très bien, vous voyez, j'ai beaucoup de références à Nistrata, hein, mais ce fait divers qui s'est produit en 1985, où en Antibes, une assistante sociale a été tuée en pleine rue par un homme venu du Maghreb. Alors, c'est pas ce monsieur, on pourrait faire presque une lecture de presse ici, hein, puisque Nice Matin, à l'époque, avait associé une affaire avec une autre, quelque part, quand on lit, on dit c'est lui le meurtrier. En fait, c'est pas du tout ça, mais enfin, peu importe ici, c'est pas le sujet, c'est justement de montrer qu'il y a, en 1985, autour de Madame Plu, hein, Janine Plu, une mobilisation locale sur les dangers de la profession, sur le fait que cette dame qui a été, en fait, c'est dans le cadre d'un divorce entre un couple de travailleurs immigrés, hein, monsieur et madame, l'assistante soutient la dame qui est en détresse, etc. Et le mari vient l'attraper dans son local, l'assistante sociale, et vient la battre, pour le dire simplement. Et cette affaire va provoquer des manifestations sur les dangers de la profession. Et là aussi, si vous voulez, autre forme d'engagement, si vous voulez, hein, c'est la profession en soi peut provoquer aussi ce type de problème, ce type de drame et de mal. Voilà, donc travailler aussi sur ces cas individuels me semble un élément intéressant. Je voudrais aborder un dernier aspect. Hein, sur la période d'après 1945. Parce qu'il me semble que là aussi, il y a des éléments à dire sur cette question de l'engagement concernant justement un moment où, après 1945, on va assister effectivement, comme ailleurs, à une laïcisation du travail social, à une déprise, pas totale, mais relative du religieux. Hein, si on prend l'association, enfin, la Semeuse, on voit qu'il y a une mutation qui s'opère au milieu des années 60, dans ce moment des années 60, où finalement on passe une identité religieuse ferme à une identité où le cadre religieux, non pas s'éteint, mais se devient plus en toile de forme. Hein, et où l'engagement prend d'autres formes, notamment idéologie, et quelque part, le mai 68, ou les années 68 vont jouer un rôle qui me semble important, de près aux 2 mois d'ailleurs, dans ce contexte-là, avec évidemment une mutation de la société française, et en particulier à Nice. Si après j'ai 2 minutes, je peux montrer une archive, ou 2, mais rapidement en quelques secondes, audiovisuelle qui permet de le signaler. Le contexte est double. La France des 30 Glorieuses, ça c'est général, est une France qui met en évidence le progrès démographique, progrès confort matériel, progrès dans tous les domaines, mais en même temps, sans qu'on le dise, l'apparition de nouvelles formes de pauvreté, et je n'ai pas besoin de le pointer à l'échelle nationale, où on a plein d'éléments qui apparaissent justement sur cette misère qui est le revers de la médaille, en fait, de la modernité. Simplement l'appel de l'abbé Pierre en 54, bon, il y en a plein d'autres, ATD Carmont, 57, donc dans cette période des années 50, où tout est modernité, on voit qu'il y a des laissés pour compte et de plus en plus nombreux, hein, dans ce contexte-là. Et à Nice, c'est là qu'apparaissent je sais que le NES travaille là-dessus, sur toutes ces structures qui sont, pour certaines, déjà très nombreuses avant la guerre. Hein. Je sais que je m'avais présenté un annuaire je l'ai là, enfin, peu importe, un annuaire des associations de charité et d'assistance, et c'est une nébuleuse. On a déjà travaillé là-dessus, c'est tisser des fils, des réseaux entre les structures et les personnes, c'est extrêmement complexe, ne serait-ce que pour le département. Hein. Mais aussi, on voit apparaître de nouvelles formes. C'est intéressant de travailler sur les générations d'apparition. Hein. Et je pense effectivement, on parlait de la ASC, bon, voilà, ASC, je pense qu'il y a des personnes ici, accueil, loisirs et culture, la création de la l'ASC, dans cette dimension éducative, va participer de cette époque. Hein. Tout comme, localement, Montjoie, que tu connais très bien, puisque c'est en 1949 que Montjoie, qui renvoie à ces morceaux, ces pierres qu'on entasse pour baliser le territoire, qui est aussi un cri, hein, renvoie à des symboles très importants. Et bien Montjoie, c'est en Venise aussi, l'institution s'est créée, hein, dans une autre époque, dans une autre dimension, mais toujours avec les mêmes ambitions d'engagement, hein, local rue de la Loge, c'est-à-dire dans le Venise, près de l'église Saint-François-de-Paul. Et dans ce contexte-là, il y a un internat de garçons, un internat de filles, il y a l'action de Monique Giletta de Saint-Joseph, que tu connais très bien, de Janine Perrot, je n'ai pas le temps d'évoquer ça, mais de travailler sur cette jeunesse en danger moral. Avec cette continuité qu'on retrouve par rapport à Jean Bosco de quasiment plusieurs siècles, recueillir, rencontrer les enfants qui errent dans le Venise dans ces années 50. Parce que
Il y avait des errants au début du siècle, il y a encore de nouveaux errants, en quelque sorte, dans les années 50. Et finalement, au moment où basculent les réalités, c'est au moment où on voit se construire ce qu'on peut appeler les banlieues de Nice, hein, si on peut dire ça comme ça à l'échelle nationale, c'est-à-dire l'Arial qui se construit dans les années 60, Saint-Roch avec un certain nombre de quartiers, je mets quelques exemples ici, voilà Saint-Roch qui se construit dans les années 60, l'Arial, 1969, le quartier qui ne peut plus être le dépotoir de Nice, hein, toujours dans Nice Matin, voilà une image de l'Arial pour nos amis non niçois qui est ici présente, les moulins, la Spalade, donc tout un ensemble d'éléments qui montrent que Nice est aussi une ville qui a, comme on le voit dans cette carte, pas très bien, mais quand même, une multitude de bidonvilles. Hein, tous ces points sur cette carte sont les bidonvilles de la période des années 50-60 à Nice, et notamment, je dirai un peu là-dessus, l'immense bidonville qui se situe aujourd'hui, enfin, qui se situe dans ce qui est aujourd'hui l'Éco-Vallée, la plaine du Var, en marge du Var, où il y avait, alors ça a été estampillé, le plus grand bidonville de France. Hein, le plus grand bidonville de France qui renvoie effectivement à cette invisibilité, puisque c'est un bidonville dans lequel peu de gens allaient, si ce n'est quelques travailleurs sociaux, si ce n'est quelques médecins, si ce n'est quelques personnes assez rares finalement. Et ce bidonville a été dans un programme national détruit en une journée en 1976, à l'époque où on éradiquait ces bidonvilles. Et donc, si tu me laisses quelques minutes, si j'ai encore quelques secondes, hein, je peux moduler mon temps, vous montrer justement une image de ce bidonville. Là, j'ai 3 images. Alors, d'abord, effectivement, le bidonville qui a beaucoup questionné justement sur la question de la pauvreté à Nice, avec, vous allez voir, une figure locale si importante à l'époque, en tout cas, qui était Jacques le médecin, le maire de Nice. Ça dure 3 minutes. Vous entendez ? 2000 travailleurs et chômeurs vivant sur 4000 mètres carrés sans aucune commodité et dans des conditions d'hygiène élémentaires. Ce bidonville est pratiquement né en 66 après le passage des Gitans. Très rapidement, après l'arrivée du premier nord-africain, des groupes se sont formés par race, par affinité et une véritable médina est née. Épicerie, boucherie, cordonniers, tailleurs, coiffeurs, autant de petites échoppes se sont installées dans la future tradition musulmane. Certains voisins ont... Pardon. C'est une lettre insultante parce que c'est absolument immoral de laisser des hommes vivre comme ça. Et néanmoins, il faut tenir compte de toutes les spécificités qui sont celles de ces travailleurs qui ont des habitudes, des coutumes, des mœurs, une religion différente des autres, et qui les poussent à demeurer groupés. C'est la raison pour laquelle nous avons recherché des possibilités d'amélioration de la habitat, et nous avons décidé de créer les valeurs d'usage tout à côté, puisque le lieu qu'ils ont choisi semble leur convenir sur le plan de l'implantation géographique, tout à côté, sur la plaine du Var, une cité, qui sera une cité construite en dur, avec les éléments modulaires de fosse, mais je souhaite pour ma part que très rapidement ils puissent passer du stade provisoire au stade tout à fait définitif, une cité en dur, qui leur convienne, donc qui soient véritablement les administrateurs eux-mêmes et qui leur apportent des conditions de vie décentes. Les habitants du bidonville sont désireux de quitter en effet cet endroit pour la plupart, mais ils ne veulent pas pour autant sacrifier les traditions héritées d'un passé culturel intangible et précieux. Ce que le travailleur souhaite, si ce que nous souhaitons tous, et moi-même en tant que maghrébin, c'est que le maghrébin puisse exprimer sa culture, la vivre, et donner sa personnalité propre dans une coexistence entre les cultures, dans un respect mutuel, oui, sans que lui m'en vienne. Une évidence ethnique et culturelle s'impose en effet pour ces maghrébins basant leur vie sur les traditions et une culture coranique. Le terme intégration n'a aucun sens, le mot liberté dans notre société commence par le respect du mode de vie de son voisin, ce qui n'est pas toujours évident en l'occurrence. Aussi souhaite-t-il une assimilation dans la conservation d'un patrimoine indivisible. Il faut que la société pense. Juste, j'arrête une seconde là. Vous voyez, ce qui est important, par exemple, dans une archive extraordinaire comme ça, c'est qu'on a à la fois les mots employés, le jeu des images,
les experts présentés, en l'occurrence le maire de Nice, vous entendez son discours, qui est un discours qui se veut bienveillant, qui aujourd'hui peut résonner avec beaucoup d'écho, on pourrait dire. Et là, c'est un sociologue qui s'appelle M. Espagne, et qui intervenait pour la Sonacotra pour essayer de faire de la médiation, en quelque sorte. Hein. Et son discours est aussi important parce que, finalement, tous les discours que nous donnons vieillissent, hein, y compris sur les historiens. Hein, donc, et c'est intéressant de voir qu'ici, hein, si vous avez bien saisi, pas question d'intégration, pas question de faire en sorte que ces personnes soient d'une certaine manière accrochées à la société, elles vivent dans leur lieu, à l'écart, avec leurs mœurs, il faut leur laisser un peu de place, mais certainement pas de mélange, hein, et c'est un peu comme ça qu'on voit les choses à cette époque-là, qu'on voit, c'est-à-dire la société voit les choses. J'accepte le maghrébin et travailler dans ce sens-là comme porteur d'une culture que nous devons respecter, que c'est français de respecter dans le même temps, nous faire comprendre au maghrébin qu'il n'a pas à s'intégrer dans notre culture, mais à prendre les meilleurs traits culturels européens, occidentaux, pour une certaine forme de promotion sociale au moins sans retour au pays d'origine. Bon, je passe parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Et j'ai une autre image, je veux simplement vous donner le début, c'est typique des reportages qu'on faisait dans les années 1960 à l'ORTF, avec une certaine longueur, je ne vais pas montrer tout, simplement le début parce que ça touche à un lieu qui est ici, je crois, un lieu géré par ALC, qui est les Yucca. Voilà, on interroge, un journaliste vient interroger une prostituée, hein, en 1965, on voulait écouter 2 minutes du début de ce dialogue avec, qui est très serré, hein, sur une autre forme de misère, en quelque sorte, qui est les femmes qui sont obligées de se prostituer pour survivre. C'est 5 colonnes à la une. Hein, vous reconnaissez certains la graphie. Cette silhouette, vous la reconnaissez. C'est celle de la prostituée qui, dans le dernier numéro de 5 colonnes à la une, vous a raconté son histoire et qui, au-delà des mots qu'elle prononçait, témoignait d'un mécanisme implacable dont elle avait été inconsciemment le jouet pendant 14 ans. Aujourd'hui, nous avons voulu pousser avec vous une porte qui est toujours ouverte. Cette maison a choisi le nom d'une plante du soleil, elle s'appelle les Yucca. Ici, 256 jeunes femmes, en 2 ans et demi, ont fait la preuve qu'il est possible de ne pas totalement renoncer. Au fil des jours, à travers les angoisses, les doutes, les contradictions, d'autres erreurs aussi, elles ont essayé et souvent réussi à apprendre ou à réapprendre à vivre. Je suis arrivée à Nice avec très peu d'argent. Je ne voulais pas séparer les enfants. J'ai réussi, j'ai eu ma pension. J'ai eu du mal à m'en sortir. Vous l'avez pratiqué? Oui, aide-soignante. Vous l'avez pratiqué à Nice? Non. Pendant la période où vous viviez à Nice, vous viviez comment et de quoi? Comment et de quoi? Oui. Je travaillais dans un bar. Comme serveuse? Comme serveuse. Oui. Et alors? Tout en m'occupant naturellement de mes enfants. Oui. Et j'avais une forte pension payée pour mes 2 aînés qui sont chez les sœurs. Oui. Et cette pension voulait qu'elle soit réglée dans les 2 jours du mois. Oui. Je n'avais plus de sous. C'était au mois d'octobre, ça? C'était au mois d'octobre. Je n'avais pas de sous, je n'avais plus rien. J'ai énormément de famille, mais je ne voulais pas du tout. Personne ne voulait m'aider. Oui, alors? Alors là, on me proposait. Qui vous a proposé? Client dans le bar. Oui. Il me faisait boire. Je buvais avec eux. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10, 12 pastilles à la journée. Oui. Le soir, le client me venait. Oui. Je partais. Et un jour, je ne voulais plus, j'avais peur. Je ne voulais plus, j'avais honte de moi lorsque je cherchais mes enfants le dimanche. Et ce jour-là, on me demandait justement une certaine somme pour payer la pension. Je n'arrivais pas, je ne pouvais plus. Je demandais à ma patronne du bar, pourquoi vous coûtez 2 000 fois? Elle m'a regardé, elle m'a dit, il n'y en avait pas question. Je suis montée en pleurant car elle m'a dit, si vous ne payez pas, lundi matin, vos enfants iront en licence publique. Je suis montée dans ma chambre, pleurer. Elle est montée me trouver, ma patronne, en me disant, voilà Colette, il y a quelqu'un en bas. Si tu veux, il m'a fait un chèque, tu as de l'argent pour toi, tu seras la reine, tu seras heureuse, tu seras heureux. Bon, vous voyez la suite de l'histoire, ça dure quasiment 17 minutes. C'est intéressant parce que ce document, ça nous amène à réfléchir au récit.
à la manière dont on mène les enquêtes. Là, c'est une enquête journalistique, mais ça nous permet de situer dans le temps aussi comment est-ce qu'on donne la parole à des personnes. Alors, un type de misère ici qui est évoqué, comment un certain nombre de personnes venues à Nice à l'époque de la chanson d'Aznavour, justement, 65, est amené à se prostituer parce qu'elle n'arrive pas à joindre les deux bouts avec ses enfants et cette dimension de moralité, d'immoralité. Donc qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Quelle est la dimension locale? Est-ce que ça aurait pu se passer ailleurs qu'à Nice, et Philippe, j'ai remarqué à la partie très justement que c'est l'époque où, juste en 67, on a à Nice beaucoup d'Américains. Alors, je ne dis pas que les Américains sont les clients, les prostituées, mais il y avait quand même, du côté de Villefranche ici, beaucoup d'activités de prostitution liées à ces marins qui étaient dans la base de l'OTAN ici à Villefranche. Donc il y a vraiment des éléments qui renvoient à cette articulation entre des éléments extrêmement généraux et puis la dimension locale. Et c'est assez intéressant de voir que Saint-Colonne-à-l'Une, l'émission nationale, a choisi l'EUCA à Nice pour venir faire son enquête. Alors là, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais vous voyez, c'est extrêmement passionnant de voir qu'à travers chaque archive, audiovisuelle, écrite, etc., il y a des choses à dire, des choses à raconter, et des choses qui nous en disent long, et c'est l'occasion de dire un mot de conclusion, sur justement un certain nombre de problématiques, notamment d'articulation des jeux d'échelle, de possibilité de comparer. La dimension territoriale me semble extrêmement importante, elle n'est pas limitative, on l'aura bien compris, mais vous voyez, derrière le travail social, moi ce qui m'intéresse, n'étant pas disons, formé au départ à ça, c'est que le travail social nous mène à tout un ensemble de réflexions sur parfois les questions internationales. Vous voyez, tout à l'heure au début, on parlait des questions de rattachement du comté de Nice à la France, où le travail social a, si on peut dire ça comme ça, l'assistance a joué un rôle important. On voit qu'il y a aussi cette dimension territoriale entre mer et montagne qui joue dans cette activité qui sera née notamment depuis 1945. La Semeuse a lancé les colonies de vacances à la Gordolas. Voilà une activité qui était extrêmement valorisante pour l'époque. Sortir les enfants de Nice et les amener dans la pays, c'est quelque chose qui continue aujourd'hui. Donc la dimension territoriale est extrêmement importante parce qu'il y a cette facilité qui fait qu'on peut sortir les enfants, adolescents et les amener très vite dans des lieux de nature assez réjouissants. Voilà. Et puis en même temps, effectivement, le dernier mot, c'est cette image d'une ville qui est une image, comment on le ressent ici déjà, une image d'une ville qui est une ville de loisirs, une ville voilà, où on vient dans les bars, où on vient fêter, où on vient s'amuser, et où finalement la misère nous revient comme un boomerang encore plus fortement en pleine figure. D'ailleurs, Nice a été en 1958 candidate à être la capitale de l'Europe, c'est Bruxelles qui a été choisie au final, mais dans la candidature, j'ai vu le dossier de candidature aux archives. Un des éléments que Nice défendait et qui a été très apprécié par les évaluateurs, c'est de dire Nice est loin de la pauvreté, Nice n'est pas une ville de conflits sociaux. Donc tous les diplomates européens qui s'implanteraient à Nice eh bien, ne seraient pas marqués par des mouvements sociaux, par des grèves, et la pauvreté, il n'y en a pas. En fait, on se rend compte que, évidemment, c'est une sorte de mise en scène, et ce travail de mise en scène est toujours intéressant parce qu'il est totalement, encore aujourd'hui, me semble-t-il, d'actualité. Voilà, merci. Merci à Yvan de se faire rencontrer la grande histoire et la petite histoire. On parlait de Monique Giletta, certaines choses qui m'ont fait tilt. Ce fait que nous avons fait une interview de Monique Giletta, du violiniste, nous sommes assez certains de l'avoir connu par ailleurs. Comment s'imaginer, quand Yvan nous décrit le violoniste comme un coupe-gorge, que deux jeunes femmes d'une vingtaine d'années implantent leur première activité au sein même du violonisme, en tant que guide et cheftain de louveteaux, etc. C'est un petit peu extraordinaire quand on se réfère à l'image de l'époque du violonisme. C'était un sacré engagement à l'époque. Et concernant ce que disait Yvan en disant je ne sais pas comment Saint-Colonne-à-l'Une s'est intéressé au Yucca, il se fait que Monique Giletta et Colibri, Colibri, ont marqué, ont réussi à passer la barre des médias à l'époque, notamment parce qu'elles ont... Eliane Victor s'est intéressée à ce qu'elle faisait, et donc il y a eu plusieurs émissions sur le travail qu'ont fait Monique et Colibri, dont Saint-Colonne-à-l'Une et d'autres émissions déjà. Et elles ont passé la barre, ce qu'on n'arrive plus à faire maintenant, malheureusement. Voilà. Dernier point d'illustration. On entendait Jacques Médecin, le maire de Nice, évoquer le fait qu'il fallait organiser les choses, bien encadrer les choses dans la plaine du Var. Parallèlement, Jacques Médecin avait pris contact avec ALC à cette époque-là. Je fais le lien avec la jeune femme prostituée qui parlait.
il voulait organiser un Eros Center à l'endroit où il y a actuellement Nice Étoile, je parle pour les jeunes. À la place de Nice Étoile, il voulait créer, comme en Allemagne, un Eros Center, et il demandait à ALC si ALC était disposé à en assurer le service social. Bon, ça ne s'est jamais fait. Hein, ça ne s'est jamais fait. Enfin voilà. Quelques réactions, quelques interrogations, quelques échanges. On a quelques minutes devant nous. Bon. Il n'y a pas de faiseur d'histoire. Ah oui, Pierre au fond. Non, c'est juste un témoignage qui va dans votre sens. Moi, je suis lyonnais, j'ai fait mes études, y compris de travail social à Lyon. Et je me rappelle que mon enseignant de législation d'aide sociale, qui n'était autre que Amédée Thévenet, nous donnait toujours le cas du... À l'époque, ça s'appelait encore Bureau d'aide sociale. Entre 1953 et les années 90, ça s'appelait Bureau d'aide sociale, donc actuel CCAS, de Nice. En disant pourquoi le bureau d'aide sociale de Nice est surchargé, on avait même un TP à faire là-dessus. Pourquoi le bureau d'aide sociale de Nice est surchargé? Parce que énormément de personnes âgées, à l'époque où les retraites commençaient à s'améliorer, après les années 70, mais qui étaient quand même de revenus très modestes, descendaient vers le sud et vers le soleil, mais que du coup ça surchargeait énormément le bureau d'aide sociale de Nice. Donc c'est à l'époque où on étudiait dans la législation la question de la compensation et de la péréquation entre les frais d'aide sociale, etc. C'est le premier exemple. Ensuite, il nous a travaillé sur déjà des inégalités d'implantation des médecins en France. C'est un souci très actuel, les questions des inégalités d'implantation médicale en France. C'était moins de soucis à l'époque, mais il y avait déjà des données là-dessus, en tant qu'inspecteur de l'aide sociale. Et il nous montrait également la surimplantation de médecins dans votre région, dans les Alpes-Maritimes. Et donc la question c'était pourquoi y a-t-il une surimplantation des médecins dans les Alpes-Maritimes? C'est pratiquement un questionnaire à choix multiples. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de malades ici qu'ailleurs? Est-ce que c'est parce que la vie est meilleure et que donc les médecins savent où il fait bon vivre? Et que, dans le fond, ils descendent tous les Alpes-Maritimes. C'est juste pour corroborer un peu cette image, ces images que vous nous avez évoquées, qui ont été vraiment très intéressantes, et je vous en remercie. D'autres interventions? Ah oui, ici. Je suis désolé, mais ici on voit très peu la salle. Je voulais juste remercier vraiment vivement Yvan Castro pour la qualité de son intervention, mais surtout pour avoir rappelé la nécessité de croiser l'histoire avec la géographie. Et je suis particulièrement frappé dans les exemples que vous avez montrés, à quel point, quand on regarde la géographie à travers l'histoire, on s'aperçoit que les territoires, et en particulier les territoires qui sont très fortement connotés comme zones sensibles à certaines périodes, peuvent complètement évoluer avec le temps. Il n'y a pas de prédestination des territoires. Et ça, je trouve que c'est tout à fait passionnant. Et comment la vision de certains territoires que l'on peut avoir aujourd'hui, une vision extrêmement négative, et vous montrez notamment tous ces photos de grands ensembles, pouvait être présentée à une autre période comme au contraire la vision d'alternative. Et le fait d'oublier ça fait que finalement on perd une connaissance des territoires qui me semble très négative pour la bonne compréhension des territoires. Je pense en particulier, parce que ça n'a pas été évoqué, mais évidemment quand Nice était présent aussi, c'est toute la connaissance des territoires que l'on peut avoir à les archives de la prévention spécialisée. Et malheureusement, quand on regarde la prévention spécialisée qui s'est faite, on la regarde toujours dans une photographie trop factuelle, sans jamais regarder avec le temps. Or, on s'aperçoit que maintenant, aujourd'hui, même si la prévention arrive tard dans l'histoire du travail social, elle a maintenant 70 ans d'histoire, et
elle a une radiographie du territoire tout à fait exceptionnelle, et qui montre parfois une radiographie qui annonce des désastres urbains bien avant qu'ils n'arrivent, et qui permet justement de confronter ce qui a été dit à une certaine période et ce que deviennent ces territoires. Je pense qu'il est tout à fait nécessaire de continuer à croiser cette étude. Merci. Merci pour votre réaction, parce que effectivement, ce travail sur le territoire qui peut changer de nature, qui peuvent subitement, brutalement surgir comme étant longtemps loin de la qualité du brutalement sur le devant de la scène. Alors, c'est un peu ça, hein, pendant longtemps, c'est un espace totalement relégué, puis il est devenu à intervalles réguliers, à épisodes réguliers, une sorte de quartier vedette, comme d'autres quartiers dans d'autres territoires de France, hein, me semble élément important, y compris même sur les questions de l'arrière-pays. Parce que l'arrière-pays, on a vu que c'était une terre on va dire, d'expérimentation, hein, pour les travailleurs sociaux, pour amener, qu'ils soient d'ailleurs de toute obédience, hein, que ce soit de religieux ou pas, hein, d'amener l'enfant, les enfants, les adolescents à la montagne. Mais il y a eu aussi la volonté d'aller travailler dans le travail social, dans les espaces de montagne, qui eux sont aussi ces espaces ruraux marqués par des formes de pauvreté également. Hein. Et le président Gilly a été longtemps maire de Villars-sur-Var, était très sensible à ce sujet en quelque sorte, hein, me semble-t-il. Et donc là aussi on voit que la montagne, cette séparation géographique de ce département comme d'autres, hein, entre le littoral extrêmement visible et l'arrière-pays, et notre contraste, dans lequel le travail social s'inscrit, se niche aussi d'une manière très importante. On a un cas aussi très intéressant ici dans la région qui est Beau-Soleil. Vous ne connaissez pas Beau-Soleil, c'est la frontière de Monaco. Cette commune est une commune qui a été sans doute la plus pauvre, hein, dans les années 1910-1920, des enquêtes sur les bidonvilles à quelques mètres de Monaco, et aujourd'hui tout un patrimoine qui font que l'action du travail social de la ville de Beau-Soleil, qui est une ville extrêmement cosmopolite aujourd'hui, s'appuie sur ce passé d'une ville née de l'immigration italienne dans un contexte de construction fiévreuse de la Côte d'Azur en hôtel et autres. Voilà, donc, bien sûr, et aussi de montrer que, tout à l'heure j'ai cité des archives, il faut aller au-delà des archives locales, il faut aller chercher dans d'autres lieux, dans d'autres espaces, et en particulier les archives du PNAS, et puis d'autres fonds d'archives qui permettent de croiser tous ces sujets. Ça, c'est vraiment le cœur du travail de l'histoire. Très bien. Mais écoutez, parmi nos engagements, il y a celui de vous proposer une pause. Hein,